Alors, dans cette intervention, avec vous trois, avec François, donc Marion et Inès, nous allons échanger, discuter, et je vais vous laisser parler à la fois du livre, d'un livre, celui-ci, d'un spectacle, le cabaret de Tchekhov, et d'un film. Le film sorti en mars 2016, si je me souviens bien, le 16 mars, on avait pu le découvrir, moi j'ai eu la chance de le découvrir en octobre 2015 au festival Cinémed. Et le théâtre Agite, hein, je me rappelle, a été créé il y a un peu plus de 30 ans. Beaucoup, En beaucoup, 90. 90, beaucoup à Toulouse vous connaissent bien, dans la Haute-Garonne, en région et partout en France vous connaissent. Est-ce que vous voulez bien commencer par ce livre? J'ai l'impression qu'à l'origine du film, il y a cet ouvrage-là. Pouvez-vous nous en parler? C'est un petit livre que ma mère a écrit dans les années 95. C'était une passionnée de Tchekhov, elle était médecin et elle avait sur sa table de nuit toutes les nouvelles. C'est trois pléiades de Tchekhov, hein, les nouvelles plus que le théâtre. Et elle a écrit ce petit livre pour voir la position de médecin qu'avait Tchekhov par rapport à son écriture et qu'est-ce que ça lui a apporté. Et elle est rentrée dans les nouvelles, c'était surtout les nouvelles, hein, je le redis. Et au fur et à mesure, ce petit livre, au départ, moi, quand je l'ai lu, ouais, ma mère, elle écrit, bof, elle écrit à la manière d'autrefois, un peu, avec beaucoup d'imparfaits, enfin voilà. Et on était dans l'écriture à l'époque, quand j'avais 95, dans l'écriture qui doit d'inhabiter, et elle était pour moi un peu. Et puis on l'a lu quand même, et on a joint cette écriture. François, tu imaginais que Tchekhov était un auteur bourgeois, oui. Oui, et, j'étais persuadé de ça. En fait, j'avais lu quelques pièces et je trouvais que les situations traitées, enfin l'univers dans lequel ça se passait, le ramenait véritablement à du théâtre bourgeois. Et en fait, en lisant le livre de André-Marie Bouvaret, de la maman de Marion, en fait, moi j'ai terminé en larmes. Et je me suis dit, bah là, ça vaut vraiment le coup. Enfin, j'ai compris déjà que Tchekhov avait des origines qui n'étaient pas particulièrement bourgeoises, qu'il a eu une enfance difficile, qu'il avait travaillé et écrit d'abord pour se payer ses études de médecine. Et donc, du coup, en fait, il avait une véritable vision du monde bourgeois, puisqu'il avait été précepteur d'une famille à Yalta, etc., mais qu'il avait une vision critique quand même, et qu'il avait quelque chose à dire sur ce monde en devenir qui était la Russie de la fin du 19e. Alors, en 95, on a monté ce spectacle, Cabaret Tchekhov, qui était surtout à partir des nouvelles. On était une troupe, donc à cette époque assez nombreuse, et on a passé un mois à lire des nouvelles. Donc, on était dans une grande pièce et on lisait toutes les nouvelles. Et on a fabriqué ce spectacle qui a été un peu vraiment le démarrage pour moi, en tout cas, de la gîte. Et je peux juste faire un parallèle. Ce qui rassemble Tchekhov, François et la mère de Marion est aussi le fait que les deux univers se rejoignent pas mal. François a aussi fait des études de médecine. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se maillent là-dedans. Voilà. Garde la main, Inès, si je puis dire. Cabaret Tchekhov, tu es déjà dans l'aventure? Alors, c'est un petit peu justement l'origine du film des ogres. En tout cas, je parle pour Léa, mais nous, on est nés en 80 et 82, Léa et moi. Et la gîte donc, a été créée en 90. C'est parti sur les routes à partir de 93-94. Et nous, on était dans les bagages, quoi, dans la caravane, sous les gradins, un peu autour de tout ça. Et c'est vrai que c'est par là qu'on a commencé à entendre un propos de théâtre, à sentir la vie qui se dégageait derrière, à suivre une troupe. Et c'est vrai que je pense clairement que c'est ça qui a donné envie à Léa d'écrire Les Ogres. C'est voilà, c'est ces tournées, c'est cette vie, cette foison dans l'univers de Tchekhov apporté au hors cadre aussi, à l'extérieur de la scène, à l'intérieur, c'est vraiment tout ça. Et ce chapiteau aussi que vous voyez là en bas à Oui. gauche,
qui a été retrouvé d'ailleurs pour le film parce que c'était comme les murs de notre enfance. Voilà. Et effectivement, on se souvient bien de ces couleurs, de ce motif également, si on considère aussi ce film comme entrant dans au moins une thématique, hein, qui est à la fois le théâtre itinérant, le cirque en partie. Effectivement, les caravanes, les allers-retours entre coulisses et plateaux, le chapiteau et différents accessoires, situations, effectivement, font qu'on retrouve entre guillemets des codes, des motifs de plusieurs films. Là, on a la version 0, janvier 2013. Ensuite, à droite, il y a celle qu'on a, pour ma part, on a lu. Le film a été soutenu financièrement par la région. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a pu le découvrir. Racontez-nous un petit peu les différentes étapes, si vous voulez bien. Oui, il faut savoir qu'en fait, Léa, quand elle a écrit ce film, a fait un petit peu le tour de toutes les compagnies de théâtre itinérant et aussi de toutes les compagnies de théâtre de rue qui nous ont côtoyés, que nous avons côtoyés aussi depuis le début de nos histoires de théâtre. On a été assez proche du Royal de Luxe, on a été assez proche de pas mal de compagnies de rue de Toulouse. On a organisé un festival de théâtre de rue à Toulouse dans les années 80. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est un petit peu notre ADN, c'est de ça qu'on a été bâti. Et puis à un moment donné, on a décidé de s'orienter véritablement vers le théâtre et le texte de théâtre par goût et par volonté. Donc, et on a décidé de faire ça à partir de 90 sous un chapiteau. Le premier traitement, elle nous l'amène, on lit ça et il y avait ce mélange entre nos vies et cette histoire qui, elle, était très nourrie par tout ce qu'elle avait vu, mais qui, nous renvoyait à ce que l'on était. Et on l'a plutôt, toi, tu l'as plutôt mal pris. Enfin, moi, je l'ai mal pris. Le personnage qu'elle me faisait. Ah non, elle me faisait pas jouer à ce moment-là, d'ailleurs, puisqu'elle n'avait pas encore décidé qu'on soit comédien à l'intérieur de son film. Donc, en fait, ce personnage dans lequel, évidemment, je me reconnaissais, qui ne s'appelait pas encore François, d'ailleurs, à l'époque, ce personnage, pour moi, était vraiment une brute épaisse, un blaireau, quoi. Voilà. Et je lui ai fait le retour de cette sensation que j'avais. Et voilà, ensuite, il y a eu d'autres écritures qui ont un petit peu affiné. Alors là, je parlais de mon personnage, hein, mais après, bon, en effet, l'histoire globale était déjà tout à fait intéressante. Et évidemment, à chaque fois, quand c'est quelqu'un de proche qui écrit ce genre de choses et qui décrit un petit peu une partie de nos vies, il y avait beaucoup d'impudeur et de difficulté à connaître ou à reconnaître les choses à l'intérieur de ce qui est écrit, puisque la fiction, tout d'un coup, transforme tout et que, de toute façon, on est bien obligé de se situer quelque part et d'accepter ou de refuser, en fait. Comme le disaient François et Marion, on n'était pas du tout pressentis pour les rôles, donc finalement assez libre aussi. Et elle est venue pour nous demander de mettre au service de son écriture nos compétences qui sont d'être comédien de théâtre, en nous disant, voilà, je vous donne ce traitement, je sais que c'est un peu vos caractères, mais c'est de la fiction quand même, de toute manière. Et j'ai envie de trouver du verbe, du mot pour les dialoguer, pour dialoguer des situations. Et pour ça, j'aimerais vous proposer de faire des improvisations autour de thèmes. Donc, elle a demandé à nous trois et d'autres comédiens de la compagnie, dont certains étaient aussi dans le film, de se prêter au jeu. Et sur plusieurs jours à la grainerie à Balma, on a improvisé, vraiment de manière très libre. Et c'était hyper riche pour elle et pour nous. Et elle était autant intéressée par ce qui se passait aussi hors champ et retrouver cet esprit de troupe, cette envie de se jeter dans l'arène de manière très peu préparée, ce côté improvisation, ça lui a fait un bien fou. Et dans l'écriture, dans le fait de se donner plus de liberté dans l'écriture. Je pense, pour Léa, je pense que c'était ça aussi. Marion, j'ai vu que tu voulais... Je veux juste dire que depuis 2004, on travaille ensemble avec Inès. Oui. On a un rapport familial, ok, bien sûr, mais de travail. Aussi. Manuel,
avec ces images, avec les différentes versions du scénario, avec des extraits de journaux, avec les témoignages. C'est une matière passionnante à étudier. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites avec les étudiants de l'Université Jean Jaurès à Toulouse en 2020 et cette année en 2021? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Voilà, alors, Et on voit ton joli sourire. voilà. Alors, je suis masqué parce que je suis en compagnie de quelques étudiants du Master 2 qui sont venus voir un grand écran dans notre salle de l'université, dans la bibliothèque où sont venus Marion et François l'année dernière, participer à cette visio. Moi, déjà, je remercie aussi Sarah pour son introduction qui était très riche et très intéressante. Donc, moi, j'ai eu le plaisir d'être appelé il y a... Emmanuel, si tu m'y autorises, si tu te penches un tout petit peu, on peut voir ton front et tes yeux. D'accord, pardon, c'est que je n'ai pas le retour, vidéo, donc merci Karim. Donc oui, j'ai eu le plaisir d'être appelé pour accompagner un travail dans un cours qui s'appelle Cinéma et Patrimoine. Et j'étais ravi, en fait, qu'on me dise que j'allais travailler sur Les Ogres, qui est un film que j'ai trouvé vraiment génial. Je l'ai vu au Festival d'Auch et j'ai été bouleversé. Donc, que fait-on dans ce cours-là? On essaie d'approcher le travail de fabrication du cinéma à partir de sa matière. Et donc, comme l'a dit Marie, comme tu l'as dit, Karim, on a une matière donnée par Léa qui est énorme, qui est fabuleuse, et qui permet en fait de se positionner à partir d'un angle d'attaque de la création cinématographique. Alors moi, je me suis permis de te donner ma palette du cinéaste, qui sont mes entrées où, comme l'a dit Sarah, il y a des entrées qui sont spécifiques, qui peuvent être spécifiques au cinéma, comme le plan, et puis d'autres qui ne sont pas spécifiques au cinéma, les dialogues, les costumes, la lumière. Et donc, par groupe de 2 à 3, les étudiants se regroupent et choisissent une entrée pour essayer de travailler à partir de la matière qui est donnée et pour, je dirais, parcourir le processus de fabrication pour arriver à une analyse qui leur est propre et singulière. Donc là, je vous ai mis les travaux. Donc, on a démarré en 2020 dans un contexte particulier. On avait réussi à se voir physiquement avec Marion et François. Et malheureusement, derrière, on n'a pas pu voir Léa suite au confinement. Cette année, je croise les doigts pour que dans 15 jours, Julien puisse venir, le monteur du film puisse venir nous rejoindre et que dans un mois, Léa soit là aussi. Donc, pour ce qui est du travail de l'année dernière, en 2020, je vous ai donné les entrées. Donc, il y avait des entrées assez esthétiques, des entrées plutôt thématiques, une étude de scénario. Ce qui est plus particulier à ce qui nous réunit ce matin, c'est peut-être la thématique du spectateur de théâtre et de cinéma. C'était un travail très intéressant fait par 3 étudiantes sur le regard. Qu'est-ce que le regard au théâtre? Qu'est-ce que le regard au cinéma? Il y avait quelque chose de très intéressant dans ce qu'elles avaient noté, c'est que dans le film, il y avait 4 représentations du banquet des noces dans le spectacle du Davia, du Davia Théâtre. Davaï, pardon. Davaï Théâtre. Tout se mélange dans ce film. Tout se mélange là, il y a une confusion effectivement. Et donc, elle se pose la question de dire comment on filme ces 4 représentations et qu'est-ce qu'on peut voir de différent entre ce regard du spectateur de cinéma et ce regard du spectateur de théâtre qui va découvrir des choses dans un spectacle vivant et de l'autre côté, dans un spectacle qui est vraiment dans un autre domaine, un autre registre. Et cette année, donc, on est reparti sur d'autres entrées qui ne sont pas encore tout à fait bien définies en termes de questions centrales, mais il y a aussi une thématique théâtre et cinéma aussi en 2021 qui va être abordée par un des groupes. Et j'ai le sentiment que le 4e thème, l'abolition des frontières, coulisses, scènes, fiction, documentaire, rebondirait et en trouverait des résonances aussi dans certains titres cités par Sarah tout à l'heure dans son intervention. Juste une question par rapport à ça, François, et Marion et Inès, lorsque vous jouez devant la caméra, on a vu dans les images notamment qui ont été filmées du tournage du film, dans les photos qui ont été prises par Cécile Mella notamment, Hélène Morcier est avec nous et pour en dire aussi un petit mot, la caméra vous suit énormément. Il y a ce choix qui a été fait, une caméra qui vous suit et vous qui bougez beaucoup. Est-ce que vous étiez un petit peu comme sur scène ou pas du tout?
Oui, enfin, le fait en effet que Julien Poupart nous suive de très très près et soit présent en permanence dès le clap de démarrage faisait qu'on était un petit peu, on oubliait très vite en fait la caméra et qu'on n'était absolument pas obligé de jouer en fonction d'une direction des repères, machin. sur aucun repère particulier. Et c'était un tout petit peu le principe de base que Léa nous proposait, c'est-à-dire de démarrer. Enfin, à un moment, là, il y a cette scène où, par exemple, je crie dans un mégaphone que ma femme m'a trompé et elle m'a bien expliqué, enfin ils m'ont bien expliqué que je faisais ce que je voulais, je suivais le parcours qu'on m'avait donné, mais que j'avançais à la vitesse que je voulais et qu'eux ils se débrouillaient, que c'est eux qui s'arrangeaient pour le... Et en fait finalement ça a été comme ça quasiment tout le temps, c'est-à-dire que toutes les scènes par exemple de théâtre à l'intérieur du chapiteau, on était plus sur le rapport scène public, puisqu'il y avait toujours un peu de public, des figurants qui étaient là et qui représentaient le public. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Hein. Finalement, ces figurants sont des acteurs comme nous. Hein. Ils avaient autant d'importance que nous à l'image. Et en fait, finalement, ce qui s'est joué à cet endroit-là, c'était véritablement le théâtre aussi que nous, on travaille, qui est un théâtre où on est souvent dans le public, qui se rapproche un peu du théâtre de rue et où une adresse publique se fait. Une adresse immédiate et très franche se fait avec le public. Ouais. Mais finalement, les moments où on a été les plus contraints sur le film par la caméra, c'était les moments de théâtre. Ceux qu'on a le plus chorégraphiés étaient les moments dans le chapiteau parce que c'est l'endroit où on avait le moins de place. Après, à chaque endroit, que ce soit dans le chapiteau ou à l'extérieur, la contrainte qu'avait donnée Léa à l'équipe technique, c'est que tout doit être filmable. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est à 360 degrés. Léa s'est retrouvée des fois, elle avait un combo qu'elle tenait dans ses mains et des fois c'est elle qui se retrouvait dans le champ et qui repartait en courant parce que ça partait très 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 libre et puis on était nombreux en plus. C'était vraiment elle qui tapait sur l'épaule de Julien Poupart pour lui dire là-bas, là-bas, plutôt là-bas. C'était vraiment très très libre. Pour le coup, on était beaucoup moins contraints que nous quand on est sur un plateau de théâtre. Parce qu'on se contraint de toute manière, c'est sur un plateau de théâtre, un minimum. Tout à l'heure, avec Julien Bouffier et Vanessa Lyoté, nous allons parler du travail qu'ils font sur scène, et notamment le fait que dans leur mise en scène théâtrale, il y a beaucoup d'images qui sont projetées. J'ai eu le plaisir de voir au Théâtre de Narbonne, à la Scène nationale de Narbonne, dans le spectacle Complexe, et avec une parenthèse au pluriel. Et dans ce spectacle, il y a notamment des projections d'images. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix? Et est-ce que dès le début de la fabrication du spectacle, ce choix était prévu, imposé? Alors, peut-être pas dès le départ, parce qu'en fait, c'est une écriture originale faite par Clémence Barbier, que vous voyez en jaune et bleu, et moi-même. Mais ça s'est imposé assez vite, parce qu'on parlait de l'image de soi, des complexes chez l'enfant et l'adolescent. Et on s'est demandé un petit peu ce qui avait changé aussi déjà depuis notre enfance par rapport à l'image de soi, par rapport au regard qu'on porte sur soi. Et pour nous, il y a quand même vraiment le fait de pouvoir être capté en vidéo de manière très, très régulière. Il y a 1 million de selfies qui sont pris par seconde. Un enfant se voit presque plus souvent dans son téléphone portable que dans un miroir. Un enfant et un adolescent. Donc on s'est dit que, c'est la première fois moi que je mets de la vidéo sur un espace scénique, en tout cas dans une mise en scène, dans les mises en scène. Et on s'est dit que la vidéo, c'était quelque chose qui allait aussi faire comprendre notre propos aux enfants auxquels on allait s'adresser. Et elle a plusieurs places dans le spectacle. Alors, il y a ça, il y a le miroir, comment on se transforme, comment on imagine notre image. Elle a aussi l'évocation du passé. Parce que si vous voyez à la gauche de l'image, c'est le personnage, c'est mon personnage sur scène, enfant. Bon, c'est ma fille, mais voilà, que vous verrez peut-être dans Les Ogres aussi. Et on s'est dit que
en fait, comment expliquer? Pour moi, la vidéo dans un spectacle, il faut vraiment qu'il y ait une raison. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ne puisse pas se faire autrement, quelque chose qui explique. On a fait le choix avec Clémence de ne pas faire de vidéo qui ait du son. Pour nous, la vidéo, c'est le passé, la transformation d'image et uniquement ça. L'idée était de ne pas mettre une vidéo puis le théâtre. Les choses se fabriquent, c'est ajouter des personnages, ça se fabrique ensemble. Voilà, mais c'était complètement nécessaire. Très très vite, on s'est rendu compte que c'était la seule chose à faire pour pouvoir porter le propos qu'on avait à porter. Alors, c'était nécessaire, et pour reprendre le titre du spectacle, ça semblait aussi complexe, hein. C'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'il fallait beaucoup d'habilité, de dextérité pour les projections. C'est très précis. Est-ce que c'était si compliqué que ça? Oui. Ah oui. Okay. Non, oui. Non. En fait, c'est aussi parce qu'on a un fonctionnement de troupe. Nous, on n'a pas vraiment on a un fonctionnement où on travaille ensemble. On a les mêmes techniciens avec qui on travaille régulièrement, qui sont des fois des gens très formés à telle partie, pas forcément à la vidéo. Et on a beaucoup tâtonné, savoir comment éclairer. Il y a des gens qui savent très, très bien faire, qui ont déjà tâtonné avant nous, mais nous, on travaille ensemble en troupe. Des fois, on fait venir d'autres personnes, mais on aime bien quand même cette particularité-là. De ne pas toujours être dans l'excellence de ce qu'on fait, plus d'essayer d'apprendre ensemble et de toujours avancer comme ça. Et alors, par contre, la lumière, mettre en lumière des choses avec de la vidéo, plus de l'humain, voilà, tout ça, c'était, quand on parle de placement sur les ogres, et ben là, on est vraiment, vraiment beaucoup plus contraint. On peut le dire. Voilà. Quand même, vous avez remarqué que vous avez intégré dans votre équipe Julien, qui est le monteur. Oui, qui est le monteur du film Les Ogres, oui, et qui est même, on l'a mis au plateau, et même comédien. Effectivement, tu as fait référence aux selfies, aux réseaux sociaux et à cette question de l'image de soi, de la multiplication de l'image de soi. Est-ce que vous avez pu le montrer à des jeunes publics? Et oui, on a commencé, donc la création s'est faite en décembre 2019, donc on a eu quand même 3 mois de diffusion. Et c'était passionnant, notamment à Narbonne, justement, où il y a eu 10 représentations avec des publics jeunes et moins jeunes, ce qui était assez étonnant, des lycéens aussi parfois. Et c'est un spectacle et un super support d'échange. De toute manière, dans le théâtre, moi, j'ai l'impression qu'on pose des questions et qu'ensuite, surtout dans le jeune public, c'est pour ça que vous voyez le dossier pédagogique, c'est très, très important d'avoir des relais, de pouvoir discuter de ce qu'on a voulu raconter, de ne pas donner quelque chose qui serait une fin en soi, donner des réponses. Le théâtre, ça pose des questions et ça ouvre des univers pour moi. Enfin, et donc, c'était passionnant sur la rencontre avec le public, les discussions qui en ressortaient, les questionnements qui pouvaient... et quand on a pu aller plus loin et retourner dans les classes, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et à la question, quel spectacle t'a particulièrement touché, interpellé, intéressé, Inès, tu as répondu celui-ci. Tu peux nous en dire un petit peu plus, 2066? Oui, c'est ça. C'est 2066. Oui, on l'a vu donc en 2017, je crois, en décembre 2017, donc avec François et Marion d'ailleurs, au Théâtre de la Cité à Toulouse. Et donc là, j'ai surtout souvenir de cette scène qui est dans la deuxième partie du spectacle, parce que le spectacle dure 12 heures. Hein. C'est quand même un bon marathon. Je ne sais pas comment ils font, mais voilà. Et dans la deuxième partie, celle qu'on voit en bas à droite de l'écran, où on voit comme une cage de verre. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Et ce qui était complètement fou dans ce spectacle, c'était cette partie-là, où en fait, les chefs, des cadreurs sont en permanence dans cette maison recréée, donc un décor théâtre et en même temps un décor de cinéma, parce que 2 ou 3 cadreurs suivent en permanence les personnages pour donner à voir au-dessus ce qui se passe en plus gros plan, justement. Donner des plans différents avec la forme d'un plan séquence. Donc, c'est complètement hallucinant techniquement et en performance, que ce soit en performance d'acteurs et de techniciens. Et c'est sûr que là, ça prend tout son sens. Ça s'échange, ça se mélange d'une manière assez incroyable. Oui, il y a ces notions de point de vue, de gros plan, un rapport d'échelle
qui est très troublant avec des notions de hors-champ, de lien au direct et à l'écran qui semble aussi parfois nous en dire plus et mieux que la réalité. Hein. Donc, in fine, on ressent aussi une réflexion sur les notions de réalité, de fiction, de documentaire. Et naturellement, on pense aussi au spectacle Nobody, mise en scène par Série Test, où là aussi, les cadreurs étaient visibles. On voyait cette chorégraphie entre les comédiens et les personnes qui les filmaient, et au-dessus d'eux, des images agrandies. Tout à l'heure, on a parlé de réalité augmentée. En tout cas, de ces images et de ces gros plans sur ces visages. François et Marion, dans vos spectacles, il y a peu d'images projetées. Il me semble, moi, à Avignon, j'avais eu le plaisir de voir Sankara Mitterrand avec des projections d'images d'archives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce spectacle et sur ce choix? Et vous m'avez dit, j'ai pas pu voir, et là, ce spectacle, dans Eugène, il y avait aussi quelques projections. Par rapport à Sankara Mitterrand, en tout cas, il y avait la nécessité pour un public non informé, en fait, de reprendre et de redonner le contexte historique et de reparler de la personne de Sankara, puisque dans ce spectacle, en fait, il y a le discours de l'OUA sur la dette, qui est un discours extraordinaire que tout le monde devrait entendre au moins une fois dans sa vie. On n'a pas trouvé d'autres moyens en fait de montrer ça, et puis surtout de montrer ce personnage, Sankara, qui était une très belle personne. Voilà, donc en fait, on voit un petit peu sur l'image du milieu qu'on a une moustiquaire qui sert d'écran. Qui nous sert d'écran, qui nous remet dans le contexte africain et qui sert d'écran sur tout le début du spectacle. Mais il y a pratiquement les 40% du spectacle qui sont de la projection vidéo à l'intérieur de ce spectacle-là. Et dans Eugène, pardon Marion. C'est du théâtre documentaire presque. Ouais. Et dans Eugène, quelles étaient les images projetées? C'était dans Eugène, en fait, c'est une pièce que j'ai écrite et qui se passe sur 4 périodes. Le premier acte est en 39, le deuxième acte en 42, le troisième acte en 45. En 40, ou enfin 4 périodes, oui, de 40 à 42 et à 45. Et donc, c'était les changements de période, c'était un peu d'histoire accélérée pour expliquer le contexte de chaque ouverture de période. C'était entre l'histoire intime et l'histoire, la grande histoire. Voilà, c'était à cette charnière-là. Mais en effet, là, il n'y avait pas d'utilisation particulière de l'image il y avait de la dramaturgie, quoi. Il y avait en fait, c'était des visions de l'extérieur, parce que on les avait mis dans la fenêtre. Oui. Et c'était, par exemple, des images d'archives, d'avions, de bombardements, de choses comme ça, qui étaient plus Oui, c'était plus du document, et puis des documents sonores aussi. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets avec des projections d'images? Moi, je travaille entre autres avec une circassienne, et donc là, elle a fait un gros travail autour de la justice avec des interviews de personnalités du genre Ronnie Broman par rapport à la CPI, la Cour pénale internationale, du genre une représentante, la présidente d'Avocats sans frontières Belgique, un philosophe, etc. Donc tout ça, ces interviews sont inclus à l'intérieur d'un travail physique, circassien, et donc avec tout un procédé de mapping comme à l'intérieur de Complexe, avec un logiciel qui s'appelle Millumine et qui permet en fait de prévoir l'endroit où va être projeté un personnage qui va pouvoir dialoguer en fait avec le personnage vivant en direct. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant, et ça a vraiment sa place dans la mesure où, à l'intérieur de ce spectacle, les interviews sont vraiment fondamentales par rapport au sens, et ce qui est dit est vraiment très important par rapport au déroulé. Du cirque documentaire alors? Oui, c'est du cirque documentaire, cirque, comédie documentaire. Oui, et Inès, sur un prochain projet, est-ce que alors, la difficulté... là, le prochain projet, en fait, c'est un peu différent parce qu'on est parti sur monter un spectacle de rue. Donc, ça va être plus compliqué. Voilà, là, je pense que le contexte nous amène à se dire que
On a envie de rencontrer des publics, on a envie d'être au contact, on a envie de pouvoir aller n'importe où pour que des publics qui n'ont pas l'habitude puissent venir toujours plus, quoi. Voilà, toujours plus de ça. Et on a envie donc d'être dans la rue. Donc là, ça va être ma première mise en scène tout public et je vais mettre en scène François et Marion et 2 autres comédiennes et circassiennes. Et ça devrait sortir fin 2022. Mais pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo à moins de vraiment repenser le projet entre-temps. Mais ça ne veut pas du tout dire que ça ne reviendra pas sur d'autres projets. Il y a une évidence, c'est que pour projeter, il faut le noir absolu dans la Bien salle. Sûr. Mm. Bien sûr. Ici, après, j'ai une idée de projet pour plus tard qui serait autour du fait de poser nu. Et là-dessus, je pense que par contre, la première idée de mise en scène que j'avais serait vraiment autour de la vidéo, voire de la captation en direct et du travail avec de montage quasi en direct avec peut-être Julien Chibaud toujours. Poser nu de Nancy Houston. Alors, poser nu de Nancy Houston, ça c'était un peu la base, mais après, de toute manière, vu qu'aujourd'hui on est beaucoup sur l'écriture originale, je ferai beaucoup de choses autour, je crois. Vas-y. Tournée, en tout cas, moi je veux bien parler de Tournée, qui est vraiment un film très jubilatoire et très excitant et qui montre véritablement la vie de Tournée, qui pourrait se rapprocher pas mal des œuvres en fait, et qui montre l'intime et le public, qui mélange un peu l'intime et le public. Je peux passer sur Opening Night. C'est vraiment l'endroit où j'ai senti tous les problèmes de comédiens mis en film, quoi. Avec tous ces rapports, j'ai jamais, un autre film ne m'a fait cet effet-là. Les problématiques de comédiens. Même le rapport à la mort, puisque ça démarre par une fan que la comédienne voit mourir. Le rapport à la mort qui, pour moi, est très important au théâtre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et le film de Louis Malle, qui est son œuvre ultime, son tout dernier film, 94. Donc là, on parle de Tchekhov. Alors là, c'était cette espèce de théâtre complètement détruit dans laquelle est une représentation sans public, je crois, dans mon souvenir. Oui, c'est des répétitions. C'est des répétitions, mais il y a une fidélité à Tchekhov qui est très surprenante parce que je n'aime pas trop Louis Malle, en fait. Mais là, Mais là, on est véritablement dans le documentaire de mon souvenir, quoi. En tout cas, Vanilla en deuxième rue, oui. On est vraiment dans le documentaire, en fait. Inès, tu voulais rajouter un mot? Mais que Opening Night, je sais que c'était vraiment un des films qui a beaucoup inspiré Léa aussi sur les œuvres, sur l'écriture, sur comment... Parce que, pour revenir juste au travail de Léa, moi, je trouve qu'elle travaille, et c'est aussi pour ça que je trouvais ça très judicieux d'aller sur Tchekhov. Sa grande force, c'est que quel que soit le prétexte de son écriture, quelle que soit l'histoire de son écriture, c'est de vouloir raconter l'humain. Et je pense que dans Opening Night, il y a vraiment cette notion-là, raconter l'humain dans tout ce qu'il a, dans tout ce que les choses peuvent lui remuer. Dans Les Ogres, on parle d'une compagnie de théâtre, mais au milieu de ça, on parle de deuil, on parle d'amour, et c'est de ça. Elle a envie de trouver des endroits où les gens sont tellement humains qu'elle aura toute la place de parler d'eux. Dans La Nuit des Forains, c'est un tellement beau film aussi, il est graphique, et puis, je ne sais pas comment dire, ça part sur ce qu'est les comédiens autrefois. Enfin, moi, j'y ai senti comme à l'intérieur quelque chose d'antique du théâtre qui me touchait beaucoup plus que le cinéma, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et tous ces personnages, c'est un noir et blanc magnifique, il y a des images qui donnent envie de dessiner autant que de jouer. Voilà. Après, et le choix de Drunk? Alors, Drunk, c'est parce que moi, ça m'a fait penser aux Ogres tout de suite dans l'idée d'un postulat totalement amoral au démarrage, qui est il nous manque 0,5 g d'alcool dans le sang pour être heureux et pour être efficace dans la vie, voilà, mais qui nous rapproche en fait de ce délire qu'on peut retrouver à certains moments dans Les Ogres, mais un délire joyeux, et là c'est la dernière scène qui commence à se dérouler, qui est vraiment
extraordinaire et magnifique, en plus où vraiment les corps sont déliés, sont complètement... et là, on voit, ça, on n'est plus du tout dans le théâtre, mais c'est... Enfin, véritablement, la mise en scène est véritablement très théâtrale. Et après, il y a celle du désir quand même. Hein. Qui est là. Ouais. Qui est là avec Solveig de Martin, bien sûr. Donc, si vous voulez aussi. Là, il y a véritablement tout ce travail dans ce chapiteau qui moi, m'a beaucoup touché. Bon, Solveig de Martin, elle est assez extraordinaire là-dedans. Mais c'est surtout, en fait, ces lieux, ces espaces au milieu de la ville, totalement improbables, ces friches dans lesquelles nous, on va souvent. C'est souvent les seuls endroits qu'on nous laisse pour présenter notre théâtre en cœur de ville. Et ce traitement de l'espace et ce traitement du temps aussi, du temps qui passe, parce que dans Les Ailes du désir, c'est Wim Wenders. Wim Wenders, c'est une façon de filmer, c'est aussi le temps qui est pris, et puis ça, alors là, ça, c'est formidable, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le public, c'est les anges, quoi. Et ils sont là en train d'observer comment nous, pauvres humains, dans notre humanité, on se démerde comme on peut, et avec une bienveillance et une douceur magnifique. Bon, Wenders, ça, c'est des périodes magnifiques de Wenders que j'aime passionnément. Donc, je disais, le tournage, je n'ai pas énormément de souvenirs parce que j'y suis passée très rapidement, parce que je n'étais pas très, très à l'aise à être là, parce que j'avais cette impression, tout le monde est au travail. C'est un travail extrêmement précis. J'ai trouvé ça extrêmement difficile aussi d'être présent à la minute près, de refaire un nombre incalculable de fois les mêmes choses. Donc, du coup, le tournage, pour moi, est passé à l'arrière-plan de mes souvenirs du film, que lui, j'ai vu beaucoup de fois. Et en voyant les quelques images que tu nous as passées, que j'ai encore envie de revoir. Voilà, parce que vraiment, c'est un très, très beau film. Alors, l'Agite, alors oui, donc la compagnie Agite, moi, j'ai eu la chance de la connaître à Toulouse, à la fin des années 90. C'était sous chapiteau, dans la banlieue toulousaine, à Balma, je crois. Et c'était un spectacle qui s'appelait Jacques et son maître. C'est un texte de Milan Kundera, d'après Diderot, Jacques le Fataliste. Je ne connaissais pas du tout l'Agite, donc du coup, j'ai été surprise et emmenée par eux à l'intérieur du chapiteau. Si je me souviens bien, il y avait déjà des comédiens ou un comédien à l'extérieur du chapiteau. Ouais. Et il nous amenait par le texte à l'intérieur. Là, on découvrait une espèce d'ambiance de guinguette avec de la musique sûrement, des petites tables, un bar au fond. Donc immédiatement, on était bien. Et ensuite, on rentrait autour d'une piste de cirque. On se mettait sur les gradins et là, un texte, des comédiens, une mise en scène. Et c'était juste excellent, simple et parfait. Voilà. Et ce qui m'a touchée à ce moment-là, c'est que ça faisait le lien avec ce que moi, j'aime beaucoup, on va dire. C'est la question du théâtre populaire. L'autre jour, Laure Calamy, au César, a parlé de la question de la décentralisation théâtrale et ça m'a beaucoup touchée que quelqu'un d'assez jeune se raccroche à cette histoire qui date d'avant-guerre avec Jacques Copeau, les Copiaux, avec Jeanne Dasté, que tu as connu, je crois, Karim. Et puis après-guerre avec le Théâtre national populaire de Villars. Et pour faire le lien, voilà, Villars. Et pour faire le lien entre la Gite et Villars, c'est notamment cette question de l'accueil et du détail qu'a la Gite, c'est-à-dire de prendre les spectatrices, les spectateurs par la main pour les amener au plus beau des textes. Et ça, cette attention-là, parce que souvent les gens, ça, Inès le disait tout à l'heure, les gens ont souvent peur d'aller au théâtre parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas chez eux, que ce n'est pas pour eux. Et ça, depuis donc le début du XXe siècle, il y a des gens qui ont décidé d'aller au plus proche des gens. C'est notamment, je crois, pour ça que la Gite a choisi de travailler avec un chapiteau. Donc, je ne sais pas, par exemple,
cette anecdote m'a toujours plu de Jean Vilar, c'est-à-dire que quand il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'argent, il était monté de 7 jusqu'à Paris. Donc, quand il avait suffisamment d'argent pour se payer une place de théâtre, il n'en avait pas forcément toujours pour payer ou le vestiaire ou les ouvreuses à qui il fallait donner la pièce. Voilà. Et donc, quand il a pris la tête du Théâtre national populaire, les vestiaires, il les a supprimés et les ouvreuses, il a décidé que c'était le théâtre qui allait les salarier, ce qui fait que les gens n'avaient plus à débourser cet argent. Ça paraît rien, c'est du détail. Et c'est ça que je crois la gîte a continué et continue de faire, si je me raccroche à ce que vient de dire Inès, sur cette volonté d'aller encore et toujours au plus proche des gens, parce que des gens qui ne vont pas au théâtre, il y en a toujours beaucoup. Tu as cité Hélène Jean Dasté, qui était un des pères, comme on dit, de la centralisation théâtrale à Grenoble d'abord en 1945, puis à Saint-Étienne en 1947, avec la comédie de Saint-Étienne, baptisée par beaucoup la comédie Jean Dasté, jusqu'en 1974, avant de donner des spectacles sur scène avec une marionnette de Java, avec des masques. Et à chaque récital, il disait toujours une nouvelle de Tchekhov, en l'occurrence Tristesse. Et dans ce court extrait d'un entretien avec lui, il nous parle de Tchekhov. Si vous voulez bien, François et Marion, je vous laisserai commenter et réagir à ce que nous dit Jean Dasté en 85. Il va jusqu'au bout du drame, du ratage, des aspirations, des loupages, des désespoirs de ces personnages. Et au fond, tous ces personnages, il y arrive un moment où il fait ressortir ce qu'ils ont de profond, ce qu'ils ont de profondément humain. C'est merveilleux quand dans Les méfaits du tabac, il dit « Je ne demande qu'un peu de repos, un peu de repos ». Et ce repos, ça va très loin, ça veut dire tout ce qu'on voudra, même d'un point de vue métaphysique. J'ai pensé quelquefois, parce que je pense que le théâtre doit, mais me questionnez pas trop là-dessus parce que c'est difficile, mais quelquefois je pense que le théâtre doit retrouver son sens sacré. Eh bien, je trouve que dans les personnages de Tchekhov, en allant jusqu'au bout de leur souffrance et de leur désespoir, et en faisant connaître l'humanité qu'ils ont et le désespoir qu'ils ont, qui est à la recherche de quelque chose, eh bien, on retrouve peut-être intérieurement, profondément, une espèce de théâtre sacré. Et je veux dire que quand j'ai vu En attendant Godot, pour la première fois, quand j'ai découvert Beckett et En attendant Godot à Paris, et c'est ce personnage qui cherche, qui attend Godot qui ne vient pas, Godot qui est tout ce qu'on voudra, je ne vais pas l'expliquer. J'ai ressenti, j'ai trouvé un lien avec Tchekhov. Je comprends. Et c'est ça qui a peut-être de grand, qui ira loin dans le théâtre d'aujourd'hui, c'est ce besoin d'approfondir le sens de notre vie et le désespoir de l'homme. Enfin, c'est ça. Ça me touche énormément de voir ce monsieur dire tout ça. Mais à la fois, ce que je rajouterais, moi, parce qu'on pourrait croire que c'est affreusement triste quelque part, c'est qu'avec Tchekhov, il y a cette métaphysique qui, pour moi, est importante au théâtre, mais avec le côté très joyeux en même temps, paradoxalement. C'est super d'entendre ça, ouais. Il parle, c'est vrai que chez Tchekhov, il y a une espèce de bienveillance compassionnelle qui nous permet de finalement peut-être nous apprécier un peu plus nous-mêmes et qui nous permet de nous regarder de façon plus tendre. Oui, plus douce. Après, c'est vrai qu'il ne recule devant rien, il rentre dans toutes les propositions possibles. Là, en ce moment, on a monté un spectacle qui s'appelle Anton et moi, et dans lequel on joue avec Philippe Catex et on fait des lectures de textes. Il y a Le Moine Noir, entre autres, qui est véritablement
la vision d'un homme qui est en plein délire psychotique, mais qui s'entend très bien. Enfin, ce délire ne l'empêche pas de vivre. Il parle à un moine noir qui n'existe pas. Il y passe des nuits, il ne dort plus, etc. Et à partir du moment où il est traité, sa vie devient un enfer et une tristesse. Alors, c'est intéressant parce que ça remet les choses dans des positions différentes du mainstream, de l'opinion, même du soin, etc. Et que ça nous repose des véritables questions sur l'humanité. Voilà. Ben moi, je trouve ça très beau. Et ce qui me plaît chez Tchekhov, c'est qu'il nous donne envie d'aimer les méchants et puis de détester les gentils des fois. Parce qu'il va plus loin. Et ça nous change notre regard et ça nous laisse plus de place. L'aspect triste et l'aspect joyeux dans Tchekhov. Mais je trouve que dans cette scène qu'on a vue là, de cette troupe qui investit la rue et qui se mêle à la foule, on a à la fois toute une jubilation du théâtre et puis tout le drame. Et là, le drame, en plus, il est marqué parce que c'est du cinéma. Il est marqué par, j'allais dire, un truc de cinéma qu'on ne peut pas avoir sur scène, qui avait été évoqué par Sarah tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, le fait que la caméra s'attarde sur des regards, sur des visages. Et on a une fusion très belle, je trouve, entre ce que peut être le théâtre, et en particulier le théâtre quand il est dans la rue, ou un théâtre qui est plus circulaire, qui est plus circassien, donc dans ce qui est présenté dans les œuvres, et puis le cinéma qui a cette capacité de se réapproprier le temps ou de faire évoluer différemment. Non, c'est des choses dont on pourrait parler pendant des heures et que aujourd'hui, moi, effectivement, en plus de parler avec vous, j'ai encore plus envie. J'ai envie qu'on ne s'habitue pas, que la prochaine fois, on se voit en vrai et puis qu'on aille au théâtre, qu'on aille au cinéma, qu'on vienne se rencontrer, qu'on boive des coups. À la gîte ou ailleurs, et voilà. Donc, j'étais ravie de passer ce moment-là avec vous tous. Merci Inès. Merci. Bonne journée à toi. Bonne journée.